Voilà. Alors, 3 historiens donc, qui vont nous permettre d'explorer aujourd'hui les enjeux de la dichotomie nature-menace, nature-ressources envisagée à différentes échelles. Il s'agit dans cette matinée d'une part de s'arrêter sur l'historicité des conceptions de la nature comme ressource ou comme menace, et de se demander, par exemple, à partir de quand une ressource naturelle devient-elle une menace, pour qui, selon quelle grille de lecture, et peut-on transformer ce qui menace dans la nature en ressources. Bon, on aura sans doute diverses modalités de réponse à cette question, sachant que dans cette interrogation, la question des échelles, qui a déjà été soulevée hier, est au cœur des interrogations, puisque précisément, elle peut faire varier les perceptions que l'on a de la nature. L'enjeu, c'est donc de savoir en quoi l'histoire des aménagements de la nature, des logiques extractives, de leur déploiement à l'échelle globale, informe sur ce que nous offre la nature et sur les limites de son utilisation. Pour ce faire, nous procéderons de manière un peu différente de la table ronde précédente, c'est-à-dire que nous n'avons pas demandé à nos invités de préparer un topo, déjà parce que nous avions peu de temps dans cette matinée, mais nous avons listé une série de questions communes qui leur permettra de revenir chacun sur leurs objets de recherche à partir d'une série de questionnements que Stéphanie Gada, qui est à l'extrémité de cette table, a préparé. Et donc, je vais lui laisser tout de suite la parole, d'abord pour présenter brièvement nos invités, qui encore une fois auront le temps de revenir sur leurs objets, donc de se présenter plus profondément après, puis pour lancer la série de questions. Puis à l'issue de ces questions générales, vous serez bien sûr invité à prendre la parole si vous le souhaitez. Voilà, merci beaucoup à tous les trois d'être venus ici, de s'être déplacés. Et je laisse tout de suite la parole à Stéphanie. Bonjour. Là, oui, c'est parfait. Désolée. Merci pour votre présence. Merci à nos 3 invités. Je vais commencer par vous présenter Alice Ingold. Donc, vous êtes maîtresse de conférence à l'EHESS, chercheuse au Centre de recherche historique et membre du groupe de recherche sur l'histoire de l'environnement, ainsi que du groupe de géographie et d'histoire des territoires, de l'environnement, des ressources et des sociétés. Alors, vos recherches portent sur l'histoire environnementale au XIXe et au XXe siècle, donc on est au cœur des enjeux de notre table ronde, puisque vous êtes particulièrement concerné par les enjeux de ce domaine de recherche, auxquels vous avez essayé de donner plus de visibilité et de clarté, en dirigeant notamment un numéro spécial des Annales d'Histoire et Sciences sociales, intitulé Environnement, en janvier-mars 2011. Et vous donnez également un cours depuis plusieurs années sur les débats et les perspectives de l'histoire environnementale, qui va nous permettre donc de revenir sur les enjeux historiographiques de ce champ, et donc d'aborder les questions qui nous intéressent dans cette table ronde, en particulier sur l'échelle. En-delà de ces enjeux historiographiques, vos recherches ont porté plus précisément sur l'administration des ressources naturelles au XIXe et au XXe siècle, que vous avez abordé à travers 2 thèmes, l'histoire des eaux, en France, en Algérie, en Italie, au XIXe et au XXe siècle, et l'histoire des communs et des associations syndicales des XVIIIe au XXIe siècle. Et puis enfin, vous êtes intéressé également à l'histoire des villes, sur lesquelles vous avez publié en particulier un livre en 2003, « Négocier la ville, projet urbain, société et fascisme » à Milan. Si ça vous va, je vais passer à l'invité suivant. Donc, Guillaume Lachenal, vous êtes maître de conférence à l'Université Paris Diderot et à Sciences Po, et vous êtes chercheur au sein du laboratoire Media Lab. Vous avez été formé en biologie à l'École normale supérieure, puis vous avez décidé d'opter pour l'histoire des sciences, en travaillant en particulier sur l'histoire de la médecine en Afrique. Alors je citerai 2 livres à ce sujet. En 2014, vous avez publié « Le médicament qui devait sauver l'Afrique » et en 2017, « Le médecin qui voulut être roi ». Ces 2 livres illustrent donc le croisement, illustrent vos recherches au croisement entre l'histoire coloniale et l'histoire des sciences,
ainsi que l'anthropologie. Vous avez plus récemment développé des recherches au Media Lab qui portent sur le domaine émergent de la santé planétaire, qui est donc un espace interdisciplinaire défini par l'étude des relations entre la santé humaine, les changements environnementaux et les enjeux sociaux et politiques globaux. Et donc c'est en particulier à ce sujet que nous pourrons peut-être discuter de vos recherches dans cette table ronde. Pareil, si vous n'avez rien à ajouter, je vais passer donc à Grégory Koené, notre dernier invité. Donc Grégory Koené, vous êtes un des pionniers de l'histoire environnementale en France, puisque vous avez été le premier et encore le seul, le premier professeur d'histoire de l'environnement à l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Et vous avez également créé des enseignements à Sciences Po sur ce sujet. Vous êtes également fondateur du portail français des humanités environnementales et vos recherches actuelles portent sur le nouveau sens de la globalité qui est installé par les transformations environnementales et climatiques. Vous travaillez, il me semble, en parallèle sur un texte théorique et historiographique sur ce que l'environnement fait à l'histoire et sur les régimes d'historicité de la nature. Alors je citerai 3 de vos publications. En 2005, l'histoire des tremblements de terre en France au XVIIe et au XVIIIe siècle, qui a reçu le prix Louis Castex de l'Académie française et qui est une des premières monographies entièrement consacrée à une catastrophe naturelle. En 2014, Qu'est-ce que l'histoire environnementale ? Qui est donc la première histoire intellectuelle de l'histoire environnementale et qui a été suivie d'un petit manuel collectif. Et en 2016, votre livre Versailles, Histoire naturelle, qui s'attaque à un des grands objets de l'histoire française, le château de Versailles, en montrant comment il peut être écologisé et comment on peut raconter une histoire totalement différente à partir de ce monument. Voilà, merci beaucoup à tous les 3 pour votre présence. Je pense qu'on va s'intéresser tout d'abord à donc la conception de la nature dans l'histoire comme menace ou comme ressource. Et donc, j'aimerais qu'on s'intéresse tout d'abord à la relativité de ces notions de menace et de ressources, et en particulier à leur historicité. Alors, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur vos objets d'enquête, nous montrer comment, nous expliquer si ce qui est menace ou ressource dans vos objets l'a-t-il toujours été, et comment l'historien peut rendre compte de ces modifications ? S'agit-il d'une histoire des sensibilités ? Voilà. Est-ce que vous pourriez peut-être commencer, je ne sais pas, Guillaume Lachenal, si vous pouvez peut-être commencer à ce sujet ? D'accord, merci. Dans mon cas, si on pense à la... Quand on s'intéresse à la période contemporaine autour des questions de santé, d'épidémie en particulier, la manière dont la nature est devenue une menace dans le cadre d'une conception, disons, sécuritaire de la santé mondiale est quelque chose qui est assez évident. Ce qui est intéressant, si on fait l'histoire de cette santé, enfin de ces interventions de santé mondiale, de ces interventions pour la santé des autres depuis, disons, le 19e siècle, et dans le cadre de la médecine coloniale, on s'aperçoit que ce cadre sécuritaire n'a pas toujours été là. Et un moment intéressant de basculement entre ressources et menaces, peut-être, c'est tout simplement la révolution pasteurienne, le moment où on comprend que la cause des maladies infectieuses, épidémiques, contagieuses, que les causes de ces maladies sont des microbes. On a graduellement, bien sûr, le modèle précédent qui va un peu s'effriter. Et le modèle précédent, c'était un modèle que les historiens appellent classiquement le modèle néo-hippocratique, disons, où la maladie, l'épidémie est provoquée par un désordre environnemental, disons, ou un désordre dans les relations entre l'individu et son environnement. Et ce modèle hippocratique, si on le regarde dans le cadre colonial, il faisait, je simplifie évidemment, il faisait un petit peu de la différence avec les sujets colonisés, de la différence raciale, il en faisait en quelque sorte une ressource.
C'est-à-dire qu'on voit beaucoup des médecins qui font une apologie du métissage, par exemple, puisque la maladie est provoquée par l'environnement, on a des populations colonisées qui, elles, sont adaptées à leur environnement, d'une certaine manière, sont acclimatées. Et donc, pour les colons, pour ceux qui veulent dominer ces environnements tropicaux, les populations locales sont une sorte de ressource raciale, notamment par le métissage. Et la révolution pastorienne, en disant « ces maladies que vous croyez être provoquées par les émanations des marées, par des environnements malsains, par des tropiques dangereux, ces maladies, elles sont provoquées par des microbes. Et d'où viennent ces microbes? Ils viennent des populations locales. Et donc là, les populations locales deviennent une menace biologique, très littéralement un réservoir de virus, auquel on ne va plus parler par une apologie du métissage, évidemment, mais au contraire par des politiques de ségrégation, et en particulier de ségrégation sanitaire. Donc là, sur ce moment de l'histoire, au début du XXe siècle, on a de façon très nette, et j'exagère un peu ce basculement, bien sûr, mais on a de façon très nette un passage d'une nature ressource à une nature menace. Grégory Connet, est-ce que vous voudriez donner votre point de vue sur ce sujet? Déjà peut-être en remettant dans le cadre général de l'histoire environnementale. Quand l'histoire environnementale s'est constituée, il y a eu pendant disons une ou deux décennies une sorte de fil narratif qui était un petit peu le suivant. C'est d'abord comment un élément naturel devient une ressource, par une série d'opérations, de description, de marchandisation, etc. Devenue ressource, eh bien, comment celle-ci était exploitée et menacée. Et enfin, c'est-à-dire donc les dégradations environnementales. Et enfin, dans un dernier temps, comment c'est la nature elle-même qui devient en quelque sorte une menace, allant même jusqu'à certains cas à l'idée qu'elle se vengerait sur les hommes par une sorte de retour de ce qu'ils ont fait à la nature. C'est ce qu'on a appelé, les historiens de l'environnement même ont appelé l'école tragique de l'histoire environnementale, et avec laquelle c'est un fil narratif par rapport auquel ils ont pris leur distance, parce que justement, ça posait le problème d'une sorte de linéarité, et finalement aussi une ambiguïté, parce que finalement, le récit qu'il s'agissait de combattre, qui était celui de l'amélioration par le progrès technique, était exactement le même fil narratif, mais simplement inversé. Et donc, il s'est agi de se dégager de cette linéarité pour penser plutôt comment une série de circulations. Et finalement, ce qui était plus intéressant, c'était pas tellement de comprendre si on était face à une ressource ou une menace, mais comment un même élément était recodé, circulé, etc. Et dans ce cas-là, la question centrale devient, et c'est sur quoi je travaille, comme aujourd'hui presque tous les historiens de l'environnement, enfin notamment en langue anglaise, c'est-à-dire la façon, ce qui est plus intéressant, c'est de comprendre le contexte qu'il y a autour de cet élément et l'ensemble de réseaux, d'opérations juridiques, économiques, finalement un petit peu comme le débat qui est aujourd'hui bien connu sur la question des prix. Ce qui est important, ce n'est pas le prix, mais la façon dont ce prix est un ensemble de contextes et de négociations entre des acteurs, et c'est beaucoup plus éclairant. Et dans ce cas-là, il n'y a pas du tout de linéarité. Par exemple, sur les îles sur lesquelles je travaille en ce moment, eh bien, on voit très bien comment ce qui est une ressource, par exemple, les coris des Maldives, lorsque les coquillages sont utilisés comme moyen de paiement, eh bien, cessent de l'être lorsque l'or et l'argent s'imposent, et très tardivement. On voit très bien comment l'arrivée dans l'océan Indien de la vapeur, eh bien, à la fois crée de nouvelles ressources en reliant des espaces qui étaient éloignés les uns des autres. Et c'est toute une période, fin 19e, début 20e, sur le copra, sur d'autres types de ressources qui apparaissent, qui jusque-là étaient peu mises en valeur, et en même temps éloignent. Elle fait les deux opérations en même temps, éloigne, puisque l'effondrement, ou le recul sur les grandes distances de la marine à voile, rend des espaces plus isolés qu'ils ne l'étaient, et fait que des ressources, locales, comme le poisson fumé séché, se voient reculer très fortement. Ce qui n'empêche pas en même temps que la vapeur progresse sur les liaisons les plus importantes, que localement, des mini-espaces soit marqué par un renouveau de la marine à voile et des formes de contact. Par exemple, si on regarde les effets
ce qui se passe au même moment du côté de Zanzibar avec le trafic des esclaves, eh bien, la marine à voile est ce qui permet de contourner l'interdit qu'ont introduit les Anglais à partir des années 1830-1840. Et donc, il y a une sorte de renouveau. Et ça, vous voyez, finalement, c'est beaucoup plus intéressant que la question de la linéarité. Et ce qui est une vraie difficulté, parce qu'en même temps, et c'est quelque chose sur lequel on reviendra tout à l'heure, c'est qu'en même temps, comme historien de l'environnement, eh bien, on n'est pas là par hasard et on a envie aussi d'alerter, on a envie de montrer des menaces, mais finalement, eh bien, il faut résister à cette propension, malgré son efficacité publique, et défendre un discours plus complexe. D'accord, merci beaucoup pour vos éclaircissements. Alcine Gold, je vous laisse la parole. Merci. Moi, je suis frappée dans cette question vous interrogez effectivement la relativité culturelle, l'historicité des manières de concevoir la nature. Et en même temps, voilà, moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est de voir justement quelle structuration politique et sociale permet de penser cette nature biface, cette nature ressource-menace. Donc les dossiers sur lesquels je travaille, essentiellement, c'est notamment la question des eaux au XIXe siècle. Et finalement, cette catégorisation menace-ressource, c'est exactement comme ça qu'on parle des eaux à ce moment-là. C'est-à-dire, il y a d'un côté les eaux nuisibles et de l'autre les eaux utiles. Donc les eaux nuisibles, c'est celles dont il faut se protéger par des digues, par les eaux stagnantes aussi sont des eaux dont il faut se protéger au moyen de l'assèchement, etc. Et puis les eaux utiles, ce sont celles qu'on doit exploiter, que ce soit pour l'agriculture, pour le XIXe siècle. Donc c'est tout le moment aussi d'une utilisation urbaine très importante avec les adductions d'eau potable des villes. Puis l'aventure de l'hydroélectricité, où on mobilise l'eau utile de cette manière-là. Et finalement, moi, ce qui me semble important, c'est de voir justement ce qui rend pensable cette nature biface. Et à mon sens, ce qui doit être regardé, c'est justement les systèmes de savoir, mais aussi de droit, de pouvoir, qui permettent justement de penser cette nature ressource ou menace. Et ce qui est en jeu, bien évidemment, pour les dossiers que je regarde, c'est quels sont les acteurs légitimes à définir des politiques de la nature, entre guillemets, c'est-à-dire quelles sont les institutions, quelles sont les autorités qui sont légitimes à dire ce qui est menace et ce qui est ressource. Et bien évidemment, c'est une catégorisation, cette partition, elle est extrêmement importante, parce que d'un côté, si vous tombez du côté nature-menace, c'est l'État et son administration qui sont légitimes à imposer des travaux, à exproprier, à réunir les gens dans des structures sociales collectives pour se défendre vis-à-vis des... Voilà. Et à l'inverse, quand vous avez une nature ressource, on serait dans un domaine qui serait celui des acteurs privés, et l'État aurait simplement un rôle régulateur. Et à mon sens, ce qui est très important, c'est de voir comment cette structuration, elle renvoie justement à un partage qui est en train de se faire, sous l'égide notamment de l'État administratif, et des codes civils qui se diffusent partout, à la fois en métropole et ailleurs. Et je pense que c'est justement interroger cette nature biface qui est intéressante, et de voir les conditions qui le permettent. Oui, merci beaucoup. On a une question à Alice et Guillaume. Alice, c'est une discussion qu'on a déjà eue. C'est dans cette approche, comment est-ce qu'on place la question de la matérialité, qui est une sorte aussi de chose qui revient tout le temps dans l'histoire environnementale, en fait, même si, et dans la question écologique plus largement, même si c'est en fait très difficile à définir la matérialité. Bon, mais ça, c'est une autre question. Et je me rappelle, dans des discussions qu'on avait eues, j'avais été, frappé par la façon dont une matérialité extrêmement simple, mais une propriété qu'on oublie, qui est le fait que les eaux coulent d'amont en aval, il n'y a rien de plus, commun, eh bien, c'était un élément qui permet d'expliquer la distribution des conflits et de cette qualification
puisque les uns avaient la faculté de pomper des eaux en amont lorsque était redistribuée l'occupation du territoire, et c'est tout un travail, sur le rapport entre les plaines et les nouveaux territoires dans les montagnes. Donc là, il y a une matérialité, donc je voudrais savoir comment, du coup, dans ce que tu as dit, tu l'insères, et puis poser la question à Guillaume aussi de cette matérialité, voilà, des virus, des microbes. Oui, effectivement, Grégory, c'est une question essentielle, cette question de la matérialité et le fait, Stéphane l'évoquait hier après la conférence d'Emmanuel Ecoch, sur le fait que effectivement l'élément liquide, c'est un élément tout à fait particulier, on n'est pas dans le même type de matérialité que celui simplement de l'étendue physique, et il y a effectivement cette force distributive des cours d'eau, des fleuves, qui oblige effectivement à penser des dénivellations, des disparités de territoire, et qui, je pense, justement, sont extrêmement importantes à comprendre dans un monde dans lequel on a du mal, finalement, à dealer avec ces disparités, je crois, dans un univers où on conçoit des accès relativement bien distribués dans un territoire. Toutes les politiques d'aménagement du territoire sont aussi dans cette perspective-là, de compenser des disparités, d'équilibrer des territoires, alors qu'on est face à une nature qui est effectivement distribuée de façon très dénivelée et qu'on ne peut pas forcément compenser, en quelque sorte. Merci, c'est vrai d'avoir posé ou amené cette question de la matérialité sur la table, parce que je crois que c'est vrai que c'est peut-être pour celles et ceux qui ne sont pas familiers de l'histoire environnementale ou de l'histoire des épidémies, c'est, je crois, ce qui fait la beauté de ces champs de recherche. C'est qu'on est dans une histoire, contrairement à l'histoire politique ou sociale un peu étroite, on est dans une histoire qui est plus qu'humaine et où une partie des fils de l'histoire échappe à l'intelligence des acteurs et des historiens, des historiennes, échappe partiellement à l'intelligence, parce qu'on arrive quand même à faire parler tout ça. Et c'est vrai, c'est vrai de l'histoire environnementale, c'est vrai de l'histoire des épidémies, et on le voit très bien dans la pandémie qu'on traverse, en fait, on ne comprend qu'une petite partie des logiques de l'épidémie et des dynamiques du virus lui-même, avec des rebondissements, des surprises qui se déploient sur un autre plan, qui n'est pas le plan des réponses politiques, etc. Et c'est ce qui rend cette pandémie très compliquée, mais c'est ce qui fait aussi plus tard la beauté du travail de l'histoire, je trouve. Oui, alors, je ne sais pas si cela... Bon, puisqu'on fait vraiment une table ronde sur une table qui n'est pas ronde, je voudrais enchaîner, Stéphanie, si vous permettez, parce que ce qu'a dit Alice sur les effets de la catégorisation et la prise en compte des menaces par l'État et des ressources par les acteurs privés, je trouve que c'est aussi une question très intéressante, et j'aimerais entendre Grégory et Guillaume. Grégory, parce que travaillant plutôt sur le 18e, peut-être l'approche est peut-être un peu différente. Et Guillaume, parce que j'ai tout de suite été interpellée par ton expression de conception sécuritaire de la santé mondiale, et je pense que si tu pouvais d'ores et déjà préciser, ça nous permettrait de suivre mieux la suite. Merci. Pardon pour ces bruits épouvantables. Alors, cette conception de la sécuritaire de la santé mondiale, c'est quelque chose qui émerge de façon très nette dans les années 90, dans le cadre d'une réorientation en particulier de la politique internationale américaine et de la politique, des stratégies militaires américaines, autour de l'idée que les interventions internationales en santé
n'ont plus pour enjeu dans les années 90, donc dans un contexte post-guerre froide, dans un contexte aussi de néolibéralisation où la question du développement économique du Sud, plus grand monde n'y croit, disons, en tout cas sur l'idée d'un développement par la modernisation, et que donc l'enjeu des interventions sur la santé, c'est plus tant de vacciner la planète contre la variole ou de faire reculer des maladies qui pèsent sur les populations, comme la tuberculose par exemple, mais c'est de se préparer face à des menaces par nature inconnues, des menaces émergentes, des virus émergents. Bon, voilà, le SARS-CoV-2 en sera un, et avec cette idée que les formes d'intervention sont très différentes. Il ne s'agit plus d'intervenir sur la population, mais il s'agit d'intervenir sur un futur qu'on peut simplement imaginer par des scénarios, par des exercices de simulation, etc. Donc c'est ça qu'on appelle le modèle sécuritaire de la santé mondiale, et il est évidemment dominant, il a énormément de défauts, c'est qu'il s'associe très bien à une négligence quasi complète des systèmes de santé publique, et on a vu avec les épidémies d'Ebola, on l'a vu avec le Covid-19, ce modèle sécuritaire, en fait, il est pas très bon pour gérer les menaces, et donc il a des limites, et donc il ne cesse d'être en crise et d'être repensé, etc., et avec une inflation d'ailleurs dans les projets sécuritaires à chaque crise qui a été finalement mal préparée parce qu'on n'était pas assez préparé. Donc c'est aussi cette idée de préparation. Sur la question de la catégorisation, je pense qu'une des particularités de l'époque moderne, c'est qu'on est dans une période où les choses ne sont pas encore stabilisées, sont vraiment en transformation. Donc, certes, il y a cette sorte de durée moyenne où on peut dater l'apparition de la catégorie de ressources dans les villes allemandes à la fin du XVIe siècle, en fait. Mais en même temps, cette catégorie elle-même, elle est tout à fait instable et en mouvement. Et dans un article avec Jan Sinowiecki, qui intervient d'ailleurs dans la Semaine de l'Histoire, on avait essayé de montrer, par exemple, comment la notion de conservation, qui en apparence est très proche de ce qu'on va comprendre au XIXe siècle, conserver la nature, etc., eh bien, au XVIIIe siècle, elle avait un sens tout à fait différent, parce qu'elle prenait, dans les années 1740, l'idée que conserver, ce n'était plus garder des menaces de l'extérieur, comme les titres ou les droits, mais c'était au contraire gérer ce qui se modifie par des processus internes, et dont on prend conscience avec les travaux scientifiques, la respiration des plantes, etc. Donc ça devient, conserver, ça devient gérer dans un état stable, ce qui change sans cesse. Et donc, dans cette question de la catégorisation, je pense que peut-être un des éléments qui est l'historicité de la nature devrait être plus prise en compte, et plutôt que les outils de la réification, en fait, qui ont tendance à mettre à distance le temps dans sa dimension processuelle. Et puis, cela introduit à une diversité des manières de catégoriser. C'est ce que Stéphane Van Damme appelle le multinaturalisme, c'est-à-dire la cohabitation de plusieurs manières de faire, de catégoriser, qui se rencontrent dans un même espace. Et par exemple, si on regarde, Versailles, ça devient, un espace impossible à gérer entre, l'eau qui est utilisée pour les usages locaux, mais qui cesse de l'être quand le roi en fait un circuit hydraulique. La question, d'un roi chasseur, mais qui est impossible à assumer par rapport au roi bon nourricier, garant des privilèges. Et donc, finalement, cela donne toujours un sentiment d'inachèvement. Et là, c'est une question, historiographique pour l'historien, c'est est-ce que ce sentiment d'inachèvement vient de la façon, pour nous, dont on connaît en quelque sorte la suite de l'histoire, ou vient de quelque chose qu'on doit apprendre au premier degré, finalement nous amenant à revisiter peut-être des catégories qu'on plaque dessus. Et c'est tout le débat finalement par rapport au naturalisme de Philippe d'Escola, qui est à la fois toujours là et jamais là, à tel point qu'on se demande un petit peu de quelle manière il est opératoire dans nos sources. Merci. Il me semble que Stéphane Van Damme, vous vouliez intervenir si... Pour donner des précisions, parce que c'est vrai hier, il y a peut-être une confusion sur la notion de planétaire qui a été lancée par Emmanuel Gotcha, et puis il n'a pas vraiment explicité son titre. Mais je pense que, par exemple, Guillaume, tu peux peut-être revenir sur, en termes de santé publique et de santé globale,
intéressant d'expliquer un peu en quoi ça consiste, parce que peut-être que pour des non-spécialistes, les termes sont équivalents, alors même que cette nuance est très importante dans le débat en fait. Je synthétise juste pour les participants sur Zoom. Je résume juste en une phrase. Stéphane Van Damme donc, demandait des précisions sur la distinction entre santé globale et santé planétaire, et sur la santé planétaire qui permettrait la relocalisation de savoirs locaux. Et je vous laisse répondre à cette question résumée. Merci. Alors, déjà, un défi, c'est que on parle de catégories, en particulier cette Global Health, Planetary Health, santé mondiale, santé planétaire, qui sont d'abord des sortes de projets académiques, politiques, qu'on peut se réapproprier depuis les sciences sociales, depuis l'histoire, etc., mais qui sont aussi des sortes de manifestes. Et c'est vrai que ces deux approches assez distinctes, ce qu'on appelle la santé mondiale, la Global Health, c'est en particulier cette vision sécuritaire des problèmes de santé qui émerge dans les années 90 et qui va s'agréger quelque chose d'absolument fascinant à partir des années 2000, qui est la philanthropie de masse, la philanthropie géante avec la Gates Foundation, un moment donc où une fondation philanthropique comme la fondation Gates va dépasser largement l'OMS en termes de budget dans les interventions à la santé. Donc la santé mondiale, c'est ça, c'est la philanthropie, une vision sécuritaire et puis une philanthropie qui est le bras humanitaire de la vision sécuritaire, si vous voulez. Avec une vision des maladies, des épidémies, qui reste une vision très technique et assez réductionniste. C'est-à-dire qu'on a des virus chez les pangolins et chez les chauves-souris, et si on arrive à se tenir suffisamment loin des pangolins et des chauves-souris et à inventer des vaccins avec des ARN messagers, on s'en sortira. Bon, de fait, ça fonctionne pas trop mal dans le Covid-19. Enfin, je veux dire, en tout cas, là, il y a une ressource pour les acteurs qui sont dans cette approche. La santé planétaire, c'est un mouvement, un manifeste porté par la revue Le Lancet, qui est une revue plutôt, disons, de la gauche médicale internationaliste, et de la Fondation Rockefeller, qui est une fondation philanthropique rivale d'une certaine façon de la Fondation Gates. Et cette proposition de la santé planétaire, c'est de dire, en fait, cette vision réductionniste des microbes qui sautent des réservoirs animaux aux humains, elle laisse de côté tous les facteurs écologiques, environnementaux, tous les emmêlements de nos écosystèmes humains avec ces écosystèmes soi-disant naturels qui sont en dégradation et en crise. Et donc, il faut repenser les interventions de santé avec cette idée écologique, et aussi penser à quel point nos progrès sanitaires depuis 1945 coïncident en fait avec une dégradation très accélérée de l'environnement. Et on a peut-être là quelque chose qui est en fait un phénomène de vase communicant. En fait, ce qu'on a gagné en vitalité biologique, nous les humains, s'est fait aux dépens de la vitalité biologique du reste de la planète, des êtres vivants et puis des systèmes, du système Terre, disons. Donc c'est ça la proposition de la santé planétaire. Et donc c'est vrai qu'il y a un écho évident avec aussi une vision qui s'élabore au même moment du côté des humanités environnementales. Merci. Alors, justement, vous vouliez répondre, pardon, je vous laisse réagir. Parce que c'est difficile d'articuler ces termes global et planétaire. En fait, je pense que c'est un des principaux apports du dernier livre de Divesh Chakrabarty, c'est d'introduire la tension entre les deux. Parce qu'on pourrait penser à première vue que la planète, c'est finalement le stade supérieur de l'englobement, ce qui paraît, voilà. Et en fait, en réalité, il utilise ça contre le global, puisque le global, c'est justement cette idée de la flèche du temps, cette idée de l'homogénéité, etc. Et donc, paradoxalement, la planète, c'est ce qui permet de réintroduire le local, ce
qui fait d'ailleurs que dans son livre, il réintroduit un chapitre qui rappelle ce qu'il y avait dans Provincialiser l'Europe sur le suicide d'une veuve, quelque chose de très très précis, juste avec à peine un texte, enfin 3 lignes. Voilà. Mais en même temps, comment dire, les tensions demeurent, parce que est-ce que ça veut dire que ce niveau planétaire, c'est une sorte d'étape pour revenir après atterrir à la manière de la tour, et puis on met à distance ça, sinon comme une sorte de figure, mais qui n'est pas la mère Terre, qui est pas. Ou alors, est-ce que est-ce que c'est l'espèce humaine, ce qui invite à repenser les responsabilités politiques et historiques, en fait. Et donc, je pense qu'on est dans un moment qu'on n'a pas encore complètement mesuré historiographiquement, de tension entre le global et le planétaire, et qui est extrêmement intéressant. Je pense avec beaucoup de choses très ambiguës et contradictoires. Pour ajouter, je pense que par exemple Alain Supiot est un des auteurs aussi qui avait invité à réfléchir à cette tension entre global et planétaire. Voilà, je pense que les travaux qu'il avait proposés au Collège de France étaient un élément important là-dedans. Alors peut-être qu'on pourrait justement continuer un peu sur cette question de l'échelle globale, comme on l'avait appelé nous dans le titre de la table ronde, de l'échelle planétaire aussi, puisqu'on parlait des distinctions. Qu'est-ce qu'on gagne à étudier la nature à cette échelle globale ou planétaire ? Comment l'histoire de la nature comme ressource ou comme menace peut-elle se faire à cette échelle-là ? Est-ce que l'un de vous souhaite répondre à cette question en premier ? Je sais pas, je pense par exemple à Guillaume Lachenal, à vos travaux sur la médecine. Qu'est-ce qui change lorsque vous étudiez la santé planétaire par rapport à l'étude de la médecine dans l'Afrique coloniale et post-coloniale ? Est-ce que vous arriveriez à identifier des enjeux, des enjeux d'échelle en fait? Oui, c'est ça, exactement. Des enjeux d'échelle sur le passage d'une échelle régionale ou continentale à une échelle globale ou planétaire, en retenant donc les distinctions qu'on vient de préciser. Je dirais que si on regarde ce qui se passe en histoire des épidémies ces derniers temps, on a une échelle qui, en tout cas, semble extrêmement puissante, qui, à mon avis, amène énormément, qui est l'échelle moléculaire. Donc voilà, l'histoire se renouvelle beaucoup grâce aux apports de l'échelle moléculaire, et c'est particulièrement vrai de l'histoire des informations contenues dans les séquences des pathogènes, avec à la fois une archéobiologie qui a fait des progrès énormes, c'est-à-dire qu'on a maintenant des séquences de pathogènes anciens, et puis aussi tout simplement avec les séquences contemporaines, on a une information historique en fait contenue dans les séquences, enfin dans la comparaison des séquences dans des arbres phylogénétiques, et on a comme ça des datations qui sont possibles pour les épidémies. Ça, c'est assez extraordinaire, et du coup ça nourrit des grandes synthèses d'histoire globale. On peut penser, c'est déjà assez ancien, aux travaux de Jared Diamond sur qui propose comme ça des grandes synthèses de l'histoire, de la biohistoire du monde, disons. Et donc on a en fait, je dirais qu'on a un saut du moléculaire au global, pas toujours au planétaire. C'est peut-être plus récent qu'il y a cette attention plus forte à l'écologie ou au local. C'est pas le cas du tout d'une synthèse comme celle de Diamond. Et puis, disons qu'on enjambe les autres échelles, les échelles locales et régionales et nationales. Mais en tout cas, je dirais que c'est un peu le moment historiographique, c'est un peu ça. C'est faire des grandes synthèses très dramatiques. En plus, là, on est dans le tragique aussi. Hein. C'est toujours la peste, tout le monde meurt, oh là là, parce qu'on a trouvé la molécule. Et voilà, donc on a un moment aussi où cette vision tragique de l'histoire des épidémies commence à être un peu contestée. Les leçons de Patrick Boucheron sur la peste vont dans ce sens-là. Ils essayent de raconter la peste autrement qu'avec le cliché de la peste. Et voilà, donc c'est un peu l'état des lieux dans le champ. Merci. Est-ce que Grégory Connet ou Alicine Gold, vous voulez aussi répondre sur cette question des échelles, de l'articulation peut-être entre différentes échelles
grâce à l'histoire environnementale? Oui, moi je suis sensible, je travaille peu à l'échelle globale, hein, donc je suis un peu outsider sur la table. Moi je suis sensible effectivement à ce que l'échelle globale peut invisibiliser, hein, et notamment sur la question de l'eau. Effectivement, on peut avoir aussi une approche sécuritaire, hein, de la question de l'eau, et ça devient aussi un cadre dans lequel on conçoit bien aujourd'hui les problèmes d'accès à l'eau, hein, une question un peu explosive, hein, de difficulté d'accès à l'eau. Et en même temps, si on parle de ça, si on parle de questions de pénurie, par exemple, d'eau douce, etc., si on en parle à l'échelle globale, finalement, on n'a pas dit grand-chose. Alors qu'à l'inverse, cette pénurie, elle va de pair avec, au contraire, des surabondances à d'autres endroits. Il y a des disparités très grandes, des inégalités à la fois de répartition, d'accès, etc. Et donc, on a besoin de passer aussi par une autre échelle pour comprendre ça. Et finalement, moi, je suis sensible comment est-ce que l'échelle globale elle peut entraîner une dépossession aussi par rapport à la définition, les tentatives de définition d'une situation, d'une crise, aussi par des acteurs locaux, avec d'autres types de savoirs, etc. Donc c'est ce qui s'est passé au XIXe siècle, d'une certaine façon, hein, au moment justement où on conçoit les forêts comme une sorte de sites essentiels, hein, protectrices des équilibres socio-environnementaux par rapport à la question des érosions, des systèmes fluviaux, etc. Et ça s'est fait, on le sait bien, en dépossédant d'une certaine façon les communautés locales de leur rapport à cette forêt, hein, qui était, comme le disait Jawad ce matin, hein, beaucoup plus plurifonctionnelle et beaucoup plus complexe, hein, que ce que les forestiers ont pu en dire. Voilà. Et aujourd'hui, définir des menaces à l'échelle globale, est-ce que c'est pas aussi une manière, par exemple pour les questions du devenir de grands massifs forestiers, hein, est-ce que c'est pas une manière aussi de déposséder des acteurs locaux de la définition même et des savoirs légitimes pour définir une crise dans laquelle ils sont eux aussi plongés. Elle est tout à fait dans le sens d'Alice Ingold, hein, sur... Peut-être, c'est aussi un effet, il y a aussi des effets de mode, il y a aussi des effets de routine. Hein, c'est pour ça qu'il est toujours dangereux d'avoir un pilotage trop centralisé de la recherche, par exemple, qui fixe les thèmes à l'avance. Et il est évident que le global, qui est une échelle, indispensable, masque aussi certaines choses, notamment les fragilités, les différences et les écarts qui se produisent en même temps, en fait. Et il y a un article que j'aime beaucoup, c'est l'article de Jérémy Adelman, qui dirige le Centre d'études globales de Princeton, qu'il avait écrit avant le Covid en plus, en disant comment se fait-il au moment où triomphe institutionnellement l'histoire globale, que surgissent le populisme, les frontières, la fracturation du globe. Donc, ce que ça veut dire qu'il n'y a pas un truc qu'on a complètement raté. Voilà. Et ça a donné lieu à un débat très, très riche. Et c'était avant la pandémie qui, à la fois, a relié comme jamais et puis a isolé et fractionné comme jamais. Les deux en même temps. Donc je pense qu'il ne s'agit pas de choisir l'un contre l'autre. Hein. C'est comme menace-ressource. Mais regardez comment ils s'articulent. Et du coup, la question centrale devient celle de l'articulation entre les échelles. Et du côté, je pense que là, il y a un petit peu une faiblesse de l'histoire environnementale pour des raisons historiographiques. En fait, l'histoire environnementale, quand elle a surgi aux États-Unis dans les années 70, d'abord, elle s'est inspirée de l'écologie culturelle, une anthropologie nord-américaine un peu déterministe qui travaillait sur l'adaptation. Puis elle s'est écartée d'elle parce que ça avait un côté réductionniste. Et ensuite, elle a pris la place d'une géographie,
la géographie culturelle, qui était encore liée à la géographie physique, qui s'effondrait après le décès de Karl Sauer. Ce que je veux dire par là, c'est que finalement, je pense que ce serait le moment de renouer des liens entre les disciplines, et notamment de renouer ce lien, ce dialogue, d'une part avec l'anthropologie, qui a totalement disparu en histoire environnementale. J'ai encore vérifié dans Environmental History. Alors, Descola n'est pas cité une seule fois parce qu'il n'était pas encore traduit, mais Tim Ingold n'est pas cité une seule fois. Lévi-Strauss est cité 2 fois, Marshall Salins est cité 1 fois. C'est une revue qui existe depuis 1975, non, 70, pardon. Donc, ça dit bien quelque chose. Et du coup, finalement, c'est resté quelque chose. Et la géographie, c'est pas comment dire, la question, voire aujourd'hui revenir à la question du sol, du territoire, c'est, eh bien, ça ramène des questions qui étaient celles de la géographie comme science des lieux, et toute une discussion qui pourrait être renouée. Et du coup, si on regarde par exemple la façon dont l'histoire environnementale a traité le global, qui est quelque chose pour lequel elle a eu un rôle précurseur, en fait, elle a fait de 3 manières qui sont en réalité assez contradictoires ou qui ont en réalité discussion. C'est d'abord les connexions, les interconnexions, les circulations à l'échelle mondiale, etc. Ensuite, un niveau supérieur à celui des sociétés humaines et de la dimension compréhensive des acteurs, le climat, El Niño, etc. Et enfin, eh bien, le global comme reproductibilité, c'est la monographie d'un lieu environnemental comme laboratoire de connexion qui se reproduit. Mais ces 3 manières de faire différentes et qui mériteraient justement discussion. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que, c'est que là aussi la question planétaire, elle arrive parce qu'elle nous oblige à nous poser ces questions, finalement, par rapport à des façons peut-être parfois un peu routinières d'étudier ces sujets-là. Merci beaucoup. Peut-être qu'on pourrait laisser la parole à la salle. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser et je les redirai sur le Zoom ensuite pour les participants sur Zoom. J'ai oublié de préciser que si les participants sur Zoom ont également des questions à poser, vous pouvez tout à fait les poser sur le chat ou en prenant la parole et je me chargerai de les lire si vous les posez sur le chat. Oui, je vous en prie, allez-y. Bonjour à tous. Une question très simple. Autour des débats sur l'échelle globale et planétaire, il y a un concept qui apparaît beaucoup dans la littérature, mais qui n'a pas encore été mentionné. C'est celui d'anthropocène. Je ne sais pas si vous pourriez simplement en dire quelques mots et évoquer si vous l'utilisez dans vos travaux, dans quelle mesure, ou également les critiques dont il a pu faire l'objet. Donc je redis pour les participants sur Zoom, la question porte sur l'anthropocène et les usages qui pourraient éventuellement être faits par les 3 participants de notre table ronde de cette notion, qui est assez présente dans la littérature mais n'a pas encore été évoquée aujourd'hui. Peut-être, oui. Alors, l'anthropocène... Plus personne ne peut lire aujourd'hui tout ce qui se publie sur l'anthropocène, donc je pourrais faire très long, mais je préfère faire court. En fait, l'anthropocène, il y a eu d'abord un débat autour de la datation, qui portait en fait finalement sur le moteur de l'histoire. Est-ce que c'est le capitalisme? Est-ce que c'est la vapeur, etc. Et d'où des propositions alternatives. Mais il semble beaucoup plus... La chose la plus intéressante de l'anthropocène, maintenant que ce mot s'est imposé avec tous ses défauts, c'est pas de savoir s'il y a eu ou non anthropocène, mais c'est plutôt d'étudier la multiplicité des anthropocènes. Et là aussi, s'en servir comme un élément qui permet de mesurer les écarts, de saisir les écarts. Et c'est la diversité des anthropocènes qui est beaucoup plus intéressante, me semble-t-il. Et d'ailleurs, c'est l'usage qui est en train de s'imposer. On dit aujourd'hui pluraliser l'anthropocène et non plus simplement capitalocène ou anthropocène ou plantationocène, qui posait le problème de réintroduire un moteur de l'histoire, une linéarité et de nouvelles formes de centralité géographique avec des centres et des périphéries qui d'ailleurs, ont été tout à fait défendus et tout à fait consciemment, par certains auteurs néo-marxistes, mais qui posent tout un tas de difficultés là aussi. Alors, merci. Moi, je trouve que c'est d'abord amusant qu'on n'ait pas utilisé le terme. C'est une bonne remarque. Moi, mon dada sur l'anthropocène, j'en profite, parce que, comme vous l'avez dit, j'ai une formation de géologue. Ce qui est intéressant dans le terme d'anthropocène, et puis dans toutes les autres propositions, c'est qu'elle tourne le dos à une tradition importante de la pensée géologique, qui est de nommer les époques par des lieux, donc de localiser l'anthropocène. Typiquement, le Jurassique...
ou le Lutétien à Paris. Et donc on inscrit la pensée du temps par le lieu. Et donc une question qui est ouverte, parce que je crois qu'elle n'est pas résolue encore par la commission stratigraphique de l'Anthropocène, c'est où c'est que ça va être l'Anthropocène, parce que chaque époque, même si elle n'est pas nommée par le lieu, elle a quand même un lieu d'affleurement. Et donc alors les sciences sociales parlent beaucoup du quel est le signal stratigraphique, mais en fait la question qui intéresse beaucoup les géologues, traditionnellement, c'est quel est le lieu, et c'est pas simplement le signal. Par exemple, le Crétacé tertiaire, le moment de l'astéroïde, c'est quelque part en Tunisie, et ça devient presque un site touristique. Donc voilà, le débat est ouvert pour savoir où est l'Anthropocène. Mais ça va dans le sens de cette idée de le multiplier aussi. Oui, c'est vrai, c'est pas un terme que j'utilise beaucoup. Moi, il me semble, enfin, dans toute cette dynamique intellectuelle que souligne Grégory autour de l'Anthropocène, enfin, avec une littérature énorme, des bibliothèques énormes, avec ses recherches effectivement de seuil, d'une datation, et je pense qu'il y a un constat, enfin, c'est d'une certaine façon ce que tu dis, d'insatisfaction par rapport à ce type de catégorisation. C'est-à-dire, effectivement, c'est quelque chose qui ne permet pas de rendre compte, par exemple, de l'expérience des milieux. À ce titre-là, enfin, je pense que rappeler l'absence de connexion avec les travaux des anthropologues, je pense que c'est justement, ils sont là-dessus, justement. Et finalement, cette catégorie d'anthropocène n'est pas forcément... à la fois, elle fige quelque chose dans le passé, elle linéarise le futur aussi, puisque d'une certaine façon, les choses sont déjà passées, c'est déjà trop tard, on est par rapport à ce qu'elle a mis en place. Moi, il me semble qu'une des difficultés avec une littérature qui s'occupe justement de chercher un peu les origines, et bien évidemment, ce qui est discuté là-dedans, c'est effectivement l'usage des énergies fossiles, la part du capitalisme, etc. On écrase complètement la diversité des rapports justement à la nature dans des périodes anciennes. Enfin, on a tendance à écraser justement le rapport des sociétés pré-industrielles à leur nature. Et ça, je pense, c'est vraiment très problématique. Et c'est quelque chose qui s'observe à la fois d'un point de vue historique et d'un point de vue géographique. C'est-à-dire, effectivement, ça ne nous permet pas de penser la diversité de relations à la nature dans des sociétés extra-européennes, pour le dire très, très rapidement. Parce qu'on a tendance... Moi, ce sur quoi j'aimerais porter l'attention, comme historienne, c'est la question des sources. C'est-à-dire, je pense que quand on aborde, par exemple, les questions de micro-histoire, etc., on voit ça uniquement comme une proposition historiographique en termes d'échelle. C'est d'abord une question de source, c'est-à-dire de quelle manière on aborde les sources. Et de voir comment est-ce que les sources elles-mêmes doivent être prises comme une attestation un petit peu dynamique, dialogique d'une société aux traces qu'elle laisse. Et d'une certaine façon, les sources, et qu'elles soient des sources écrites ou des sources issues du terrain. Ce matin, on a abordé aussi des sources qui n'étaient pas seulement des sources écrites. Elles trahissent justement des moments où se redéfinissent les relations des sociétés à leur environnement, et qui ne sont pas stabilisées, qui sont pas, c'est pas consensuel, c'est pas forcément le naturalisme dont parle Descola, il est plutôt très conflictuel. Et voir les sources, moi je pense que la proposition première de la micro-histoire, c'est ça, c'est de voir les sources comme des tentatives de stabilisation et de qualification de ce qui se passe, et à ce titre-là, faire l'inventaire d'une ressource, dresser la carte d'un territoire, labourer là où on n'a pas le droit de labourer, aller prélever des branches mortes ou des herbes dans un lieu, c'est autant d'actions
qui traduisent des manières de se rapporter à l'environnement. Enfin, je pense que c'est cette épaisseur sociale des sources qui est très importante, parce que ça se passe à l'échelle locale, pour le coup. Ce n'est pas quelque chose qui se définit... voilà, il y a d'abord un premier ancrage, qui est un ancrage voilà, local aussi. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions pour la fin de cette table ronde ? politique et sociale entre les différentes communautés. Et du coup, est-ce qu'on peut quand même faire quelque chose de cette question matérielle ou pas? Mais c'est vrai que c'est une question un peu piège, mais c'est une question que moi-même, je n'ai pas résolue. Alors, Valérie Taix pose une question sur l'articulation entre la matérialité et le politique et le social, en mettant en contraste deux types de communautés médiévales, à Paris ou en montagne et dans les vallées. En reprenant l'exemple des cours d'eau, elle montre que la position en amont ou en aval, finalement, ne détermine pas tant de choses que ça, et ce sont plutôt les rapports de force, les rapports de pouvoir qui s'imposent, et donc cela pose la question de la place de la matérialité. La question de la matérialité est souvent abordée sous un angle ontologique ou substantiel, quelque chose que les hommes n'auraient pas créé, un reste, etc. Ce qui est toujours assez décevant et puis fait rentrer dans plein d'apories, parce qu'effectivement, comme tu le dis, en fait, ça dépend comment on l'actualise, elle peut être faite de manière différente, etc. Et alors, il y a deux manières de faire. Il y a peut-être une première manière de faire, c'est de dire la matérialité, c'est des potentialités. Mais est-ce que c'est pas revenir à une version, modernisée du possibilisme? Quand François-Xavier Fauvel parlait hier sur l'Afrique, c'était très fascinant, la question des seuils. Mais en même temps, on pouvait penser à Camille Jullian, la possibilité d'un pont. Est-ce que c'est la possibilité d'un pont? Mais dans ce cas-là, à quel point c'est un facteur explicatif? Et je pense que, en fait, c'était pas... Il y avait, en fait, dans la façon de présenter, il y avait des choses tout à fait nouvelle, et dans ce cas-là, c'est plutôt la deuxième réponse que j'apporterai, c'est que dans ce cas-là, il faut déplacer vers la question du temps et des temporalités. En fait, la matérialité, là où elle est intéressante, c'est dans sa dimension processuelle, comme ce qui change. Et finalement, dans la façon dont les uns et les autres, on essaye de raconter une meilleure histoire, et bien quand on essaye de raconter une meilleure histoire, eh bien, ça change quelque chose si dans cette histoire, il y a ou non une processualité qui est agissante, sans intentionnalité, sans directionnalité, mais voilà. Ce qui n'a pas toujours été absent de l'historiographie, bien entendu, mais qui n'avait néanmoins pas un rôle tout à fait central. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'on l'a déjà fait, en fait, sinon ça n'a aucun intérêt. Mais donc, et il s'agit du coup sur cette question de revisiter les temporalités. Ça demande d'en faire le cœur de l'analyse et des discussions. Dans le séminaire que j'ai cette année au Collège des Bernardins, c'est la raison pour laquelle on a commencé la première année sur la question de la temporalité, justement, parce que tout le monde la mentionne, tout le monde convoque la désentation des temps, etc., mais on ne débat pas vraiment de ça, et la façon dont on construit différents éléments de temporalité. La temporalité étant aussi, par exemple, une forme d'échange entre deux êtres, qu'on peut qualifier anthropologiquement, par exemple. Voilà, il semble que c'est la voie qu'il faudrait explorer. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Moi, j'en avais peut-être une un peu conclusive, mais j'aimerais vous entendre parce que j'ai l'impression que, du coup, on est
quand on essaye de se pencher sur l'histoire de la nature ou l'histoire de l'environnement, qui ne sont pas exactement la même chose, ou l'histoire des maladies. On est aujourd'hui quand même dans une forme d'injonction globale que finalement, tous les trois, d'une manière ou d'une autre, donc vous n'êtes représentatif que de vous-même, mais comme on vous a choisi, on vous prend comme représentatif d'un vaste ensemble, dont tous les trois vous montrez les contradictions. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément un positionnement contre, mais c'est quelque chose qui est intéressant quand même dans le moment historiographique que l'on vit, hein, et dans lequel on travaille, et dans lequel surtout les étudiants qui nous écoutent vont avoir à travailler. C'est-à-dire que, comme le disait Alice très simplement, hein, quand on est historien, historienne, on a des sources, un terrain, hein, si on fait aussi un peu d'anthropologie historique, et donc on n'est pas global, on n'est pas moderne, donc voilà. Donc ma question c'est ça, il y a quand même quelque chose, il y a des propositions derrière, est-ce qu'on laisse tout tomber, comment on articule tout ça? Je sais pas, Guillaume. C'est une question difficile. Enfin, moi, vraiment, je m'interroge sur ce que j'ai envie de faire et sur ce que je fais. Et moi, effectivement, je pense que je resterai marqué par les propositions de la micro-histoire qu'on a évoquées et en fait par le local. Et il va falloir attendre encore quelques temps avant que je me lance dans ou par de l'histoire connectée, mais qui est une sorte de micro-histoire qui relie des lieux, quoi. Mais je suis encore assez hésitant ou timide à me lancer dans de l'histoire globale. Merci. C'est vrai que c'est frappant cette convergence, enfin, sur sur l'importance de l'articulation, de la variation des échelles, du local, des sources, des acteurs, des contextes. Effectivement, et alors il y a une première question, c'est que pendant longtemps il y a eu un débat sur quels sont les outils les plus efficaces. Et si on me disait oui, mais c'est parce que finalement faire ça, c'est pas efficace, ça complexifie. Et finalement, le global, c'est quand même très efficace. Regardez d'ailleurs, justement, le contexte a changé. Donc, on peut dire maintenant que nos outils sont peut-être très efficaces, justement. Ce qu'on a besoin de comprendre, c'est la diversité des situations. Il y a quand même un certain nombre de phénomènes sociaux et politiques qui ont surgi ces dernières années, qui ont été ni anticipés ni compris, ce qui est quand même assez troublant. Je pense à la question des territoires, par exemple, plein d'autres choses. La deuxième chose, mais c'est qu'en revanche, du coup, la question, c'est de faire un travail, je pense, théorique et historiographique sur, une fois qu'on a dit ça, comment est-ce que ça nous amène, de quelle manière ça nous amène à revisiter nos outils. Et en ce sens-là, il ne s'agit pas, par exemple, là aussi c'est une autocritique que je fais sur l'histoire environnementale, hein, mais qui a procédé par monographie. Chaque monographie était un laboratoire de relations nature-culture qui ne sont jamais ce qu'on croit. Bon, une fois qu'on a dit ça, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait de l'ensemble des monographies, hein, et est-ce qu'on est capable de trouver une manière d'écrire autrement qui articule les différentes échelles sans une montée en généralité qui soit caricaturale, et je pense qu'on n'a pas encore répondu tout à fait à ces questions-là. Justement, c'est ce qu'on doit faire. Oui, c'est frappant, je trouve, combien effectivement on est... il y a des interrogations autour de cette question de l'échelle globale. Moi, j'étais sensible effectivement à ce qu'Emmanuel Ecoch a évoqué hier, avec l'idée qu'on a besoin d'une sorte de cette échelle-là aussi. Alors lui, il évoquait autour des savoirs locaux et du fait qu'il fallait malgré tout des instances plus globales pour qu'ils puissent être maintenus d'une certaine façon, transmis. Moi, ça m'a fait penser aux histoires sur les Inuits et leur technique de construction des kayaks très élaborés dans un environnement contraint. Et finalement, quand on demande aux gens sur place comment vous avez appris, sur Internet. Et
Et voilà, on est dans un monde aussi dans lequel où ces circulations entre les échelles, elle est de toute façon, enfin, elle nous traverse complètement. Après, moi, je suis très sensible à. Enfin, je pense qu'il y a un ancrage, il y a une topographie de la recherche qu'on peut pas tout à fait. Qu'on peut pas perdre, enfin, parce que effectivement, ce à quoi on a affaire comme historien, c'est des sources, et les sources, elles s'ancrent dans un territoire, elles se négocient à une échelle locale. Enfin, moi, c'est cette dimension de négociation qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire comment est-ce qu'une source, elle n'est pas donnée, elle va pas nous donner des informations sur le passé, elle va nous montrer comment est-ce qu'une société a négocié quelque chose, à négocier entre des institutions, entre des instances, entre des sociétés, des groupes sociaux, etc. Après, effectivement, bon, ça pose toujours la question de quelle cumulativité on peut avoir dans notre travail, mais ça, c'est une vaste question. Je n'y répondrai pas. Voilà, merci beaucoup pour votre présence et merci pour votre participation. Et vous...